J'ai le plaisir d'accueillir Bruno David, directeur de recherche au CNRS et président du Muséum d'histoire naturelle. Christophe Boller, titulaire depuis février dernier de la chaire consacrée à la biodiversité au Collège de France, et par visioconférence, Valérie Masson-Delmotte, climatologue, directrice de recherche au CEA et membre du Haut Conseil pour le climat. Mesdames, Messieurs, au nom de la Commission, nous vous remercions de nous faire partager l'indispensable travail de recherche que vous accomplissez et les constats que vous en retirez. Comme le rappelait Max Weber, le savant et le politique évoluent dans deux sphères différentes. Soyez donc sincèrement remerciés de venir dans notre Assemblée parlementaire pour y apporter vos éclairages et vos connaissances si précieuses pour la vitalité de notre démocratie. Nous prenons très au sérieux le rôle de constituant que nous endossons dans le cadre de l'examen de ce projet. C'est pourquoi nous souhaitons vous interroger sur ce que la recherche scientifique la plus récente nous apprend de l'érosion de la biodiversité, des menaces que cette érosion fait peser en France et dans le monde, ainsi que des effets présents et à venir du dérèglement climatique, ceux qui sont d'ores et déjà certains et ceux qu'il est encore possible d'éviter ou d'atténuer. Commençons par les questions sémantiques. La diversité biologique est-elle strictement équivalente à la biodiversité? Les notions de dérèglement, changement de réchauffement climatique sont fréquemment employées. Laquelle devrait-on privilégier? Quelle signification revêt selon vous l'expression de préservation de l'environnement? L'urgence d'agir fait l'objet d'un consensus qui paraissait inimaginable il y a encore une vingtaine d'années. Mais quelle forme doit prendre cette action? La constitutionnalisation de ces deux objectifs répond-elle à cet impératif? Quelles seraient, selon vous, les meilleures voies d'action? En somme, quel conseil la science peut-elle souffler au droit? En 2004, la charte avait été rédigée par une commission de scientifiques et de juristes présidée par le professeur Yves Coppens. Aujourd'hui, l'évolution constitutionnelle proposée émane du travail de 150 citoyens tirés au sort, sans compétences spécifiques a priori, ni scientifiques. Il est important que l'on entende l'expertise scientifique et c'est également l'un des objectifs de cette table ronde. Madame, Messieurs, vous avez la parole. Je commencerai par un problème qui est l'amnésie environnementale qu'on a notamment face à la biodiversité, encore plus que par rapport au climat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a tous en mémoire des événements climatiques extrêmes, la tempête de 99, des inondations catastrophiques dans la vallée de la Roya, par exemple, l'automne dernier, un épisode de chaleur, de canicule en 2019. On a ça en mémoire. Pour la biodiversité, si je vous dis qu'on a plus de 50% des moineaux qui ont disparu de Paris, des rues de Paris en 15 ans, on ne note pas. Simplement parce que c'est une érosion qui se passe progressivement et qu'il y a toujours des moineaux et que nous en voyons toujours. Et cette amnésie environnementale qui est très forte pour la biodiversité, c'est un petit peu comme quand on se regarde dans le miroir le matin, on a l'impression d'avoir toujours le même visage que la veille. Ce qui n'est pas totalement faux, sauf si on a fait des excès particuliers. Mais si on prend une photo d'il y a une quinzaine d'années, ben on se dit « oulala quand même, j'ai un peu changé ». Et cette amnésie qui concerne la biodiversité, c'est un petit peu la même chose. Alors, pourquoi on est face à cette amnésie? Finalement, parce que percevoir la biodiversité, ce n'est pas si simple que cela. C'est un terme qui paraît simple, parce que le vocable lui-même est simple. Il faut d'abord savoir qu'il est récent. Il a été forgé en 1988 et il a eu son succès à partir de Rio 1992. Mais derrière ce constat, ça peut être à la fois la richesse, c'est-à-dire combien on a d'espèces sous les yeux, combien a-t-on d'espèces quand on regarde un écosystème, un paysage, un jardin. Ça peut être bien sûr derrière les richesses, les abondances, combien j'ai d'individus de chacune de ces espèces. Si je vous complique un peu les choses, ça peut être des rapports d'abondance. Est-ce que je n'ai pas une espèce qui est très dominante avec des espèces rares ou est-ce que au contraire j'ai des abondances équilibrées? On peut peser ces individus. Il y a des petites espèces, il y a des grosses espèces. On parle en biomasse. Si on regarde la biomasse de la diversité terrestre aujourd'hui, c'est avant tout des plantes et des microbes, en gros. Et les animaux là-dedans pèsent pour beaucoup moins lourd. Et si on fait un zoom sur les animaux, ce sont essentiellement des insectes, enfin des arthropodes en général, des mollusques,
Et si on fait encore un zoom sur les mammifères, on s'aperçoit que nos mammifères domestiques pèsent pour 10 fois plus lourd, même 20 fois plus lourd que les mammifères sauvages aujourd'hui. Donc ça donne aussi une mesure de l'emprise de l'homme sur la planète. On peut regarder les gènes, on peut regarder des réseaux d'interaction entre des espèces, ce qui m'amène à vous parler des équilibres au sein des écosystèmes. Les écosystèmes sont dans des équilibres qu'on peut qualifier d'homéostatiques, c'est-à-dire qu'ils vont revenir à un état d'équilibre même si on les perturbe, mais jusqu'à un certain point. Au-delà d'un certain point, quand un seuil est dépassé, l'écosystème bascule dans un nouvel équilibre. Et l'exemple que j'en donne souvent, c'est l'exemple de la Tour Eiffel. Vous pouvez enlever des poutrelles de la Tour Eiffel sans qu'elle s'effondre. Puis au bout d'un moment, vous enlevez une poutrelle de trop, et la Tour Eiffel va s'effondrer. Vous aurez toujours une Tour Eiffel, qui sera un tas de ferraille sur le champ de Mars, qui vous rendra simplement plus les mêmes services. Avec un écosystème, c'est un petit peu pareil. Vous pouvez enlever des espèces de l'écosystème, et puis au bout d'un moment, vous enlevez l'espèce de trop, et vous vous retrouvez avec un écosystème qui ne vous rend plus les mêmes services. La biodiversité, je vous disais, c'est assez compliqué. On peut l'approcher avec différents regards. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de prédiction. On est dans un monde qui est non déterministe. On n'est pas dans le monde de la chimie ou de la physique. On sort de ça. On est dans le monde de l'évolution biologique. On est dans le monde d'une histoire. Et par définition, ça n'est pas prédictible. On n'est plus dans ce monde déterministe. Ça veut dire qu'il faut être modeste, qu'il ne faut pas être arrogant, qu'il ne faut pas penser qu'on va pouvoir gérer la biodiversité. Je peux vous donner simplement un exemple. On est capable d'envoyer Persévérance sur Mars. C'est un exploit fantastique. On est dans le monde de la physique. C'est à peu près déterminé, à part s'il y a un caillou qui fait basculer le robot, le véhicule martien, on est à peu près dans un monde déterminé. La biodiversité, vous avez peut-être entendu parler des punaises de lit qui reviennent dans nos villes et dans nos hôtels. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un fléau qui existait pendant des siècles. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé d'éradiquer ces punaises de lit en utilisant des insecticides assez puissants, dont du DDT. Et moi, quand j'étais jeune, dans les années 70, 80, 90, je veux dire, on ne parlait pas des punaises de lit. Et puis là, elles reviennent. Et qu'est-ce qu'on a fait finalement? Pourquoi est-ce qu'elles reviennent? On a simplement exercé une sélection darwinienne sur les punaises de lit. On a sélectionné celles qui étaient les plus résistantes aux insecticides, et maintenant on est face à des punaises résistantes. Donc là, c'est simple, c'est un problème qui est très simple. On a manipulé en quelque sorte une espèce, puis elle a fait quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Donc soyons modestes. Alors ça veut dire, mais comment est-ce qu'on peut penser des futurs possibles si on est face à cette complexité? On a besoin d'un cadre pour penser ces futurs possibles. D'abord, il faut savoir penser plus loin que ce que nous sommes, plus loin que la microseconde financière, mais même plus loin qu'un mandat électoral, même de sénateur, de 9 ans. C'est plus que 6 ans maintenant. Ah oui, c'est vrai que c'est renouvelable par tiers, etc. Tout réduit. Ah, je vous plains. Je vais vous plaindre. Je croyais que j'en étais resté à 9 ans. Vous voyez? Donc, et on peut penser sa vie, on peut se projeter sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut imaginer la vie de ses enfants, mais en fait, le temps de l'écologie, c'est plutôt 1000 ou 10 000 ans, 100 ans à la rigueur. Le temps de l'évolution, c'est plutôt 10 000 ou 100 000 ans. Et il faut essayer de penser ce genre d'horizon si on veut arriver à vivre correctement sur Terre. Je rappellerai simplement que si on ramène l'histoire de la vie à une année, avec l'origine de la vie au 1er janvier, la naissance de Jésus-Christ, notre ère 2021, c'est 2021 années, elles tiennent dans les 20 dernières secondes de l'année. C'est-à-dire qu'on fait naître Jésus-Christ, si on prend cette référence, le 31 décembre à 23h59 40 secondes. Et ça veut dire que du haut de ces 20 secondes, on s'arroge le droit de tout tripoter et de faire des choses dans un monde non déterministe qui peut nous échapper. Donc ça veut dire qu'on a besoin de connaissances, ça veut dire qu'on a besoin d'histoire naturelle. Et l'histoire naturelle, c'est aussi une école d'observation qui aide à forger des citoyens responsables, qui aide à respecter les faits, qui ne supportent pas les faits alternatifs. Donc c'est une démarche intellectuelle importante. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin aussi de sciences humaines et sociales pour aborder ces questions, qui sont des questions complexes, et on ne résoudra pas des questions complexes sans sciences humaines et sociales. On a besoin de l'acceptabilité de nos sociétés face à des mesures qu'on pourrait prendre. On a vu avec 6 centimes d'augmentation du gasoil ce que donnaient les gilets jaunes, donc on voit bien qu'il y a des murs d'acceptabilité qui sont éventuellement difficiles à franchir. Il faut réussir à convaincre. Si les enjeux sont compris et acceptés, ça permet de franchir éventuellement ces murs d'acceptabilité.
Et puis on a besoin de rationalité, parce qu'il faut de la rationalité scientifique, il faut rejeter les faits alternatifs, comme on dit maintenant, pour parler de mensonges. Ça veut dire, et en tant que président du muséum, on se pose la question de comment parler de science à des gens qui sont de moins en moins acculturés à la science et à ce domaine. Donc comment transmettre aussi des paroles scientifiques. Et je suis ravi que vous nous accueilliez aujourd'hui pour y participer, pour y contribuer. Et puis, si je peux terminer par une note un petit peu plus philosophique, longtemps l'homme s'est pensé en dehors du reste de la planète, dans une forme de dualisme entre les hommes d'un côté, puis on regardait la nature de l'homme. Il y avait les hommes et la nature. Et puis, on a lutté contre la nature pendant des générations et des générations. Et au muséum, on a de très belles statues du 19e siècle où on voit un orang-outan en train d'étrangler un homme. Enfin, on a des mises en scène absolument spectaculaires où on voit bien que l'homme luttait contre la nature. Puis on s'est penché au chevet de la nature en se disant, cette pauvre nature, il faut qu'on s'en occupe. Et il y a toujours cette tentation de gestion, d'ailleurs, qui subsiste. Et maintenant, on réalise vraiment, et scientifiquement, on en est convaincu depuis pas mal d'années maintenant, que nous sommes dans la nature. Nous faisons partie de la nature, notre espèce fait partie de la nature, nous sommes en relation avec le reste de la nature, nous sommes rien sans le reste de la nature. Donc il faut qu'on sorte de ce dualisme. Mais néanmoins, je ne voudrais pas qu'on en sorte à 100%. Je voudrais qu'on rajoute une pincée de dualisme, comme on rajoute un petit peu de sel dans une recette de cuisine, un tout petit peu de dualisme quand même, parce que si on sort complètement de ça, on peut être complètement déresponsabilisé simplement en disant après tout, c'est pas de notre faute, hein, les castors font des barrages, et nous on fait des fusées. Et puis c'est comme ça, et c'est le jeu de l'évolution qui nous a amené à faire tout cela. On peut avoir une attitude extrêmement cynique, extrêmement détachée en disant après tout, c'est l'espèce humaine, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais notre conscience nous donne aussi la conscience de ce que nous sommes en train de faire et de l'impact de ce que nous faisons sur le reste du vivant et sur nous-mêmes aussi, parce que comme nous avons besoin du reste du vivant, c'est aussi de nous-mêmes qu'il faut se protéger. Donc sortir du dualisme tout en ayant quand même une responsabilité. Et la vraie question, c'est une formule que je tiens de mes prédécesseurs au muséum, c'est l'homme saura-t-il s'adapter à lui-même? Donc tentons de nous adapter à nous-mêmes. Donc c'était un panorama là, extrêmement général et je pense que mes collègues vont être plus pertinents que moi à la fois sur la biodiversité et sur le climat, dont je n'ai pas parlé du tout d'ailleurs. Merci pour ces explications et merci pour la formule. J'essaierai un jour de la glisser quelque part. Laquelle? Votre formule sur l'homme. L'homme saura-t-il s'adapter à lui-même? Je vous cède la parole. Donc je continue. J'ai aussi quelques diapositives. Je ne sais pas s'ils vont passer. En tout cas, merci pour l'accueil. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, l'une des façons dont la science tente de projeter l'avenir est de regarder dans le passé. En ce qui concerne la biodiversité, nous pouvons examiner les changements survenus au cours de l'histoire profonde de la vie sur Terre et voir comment la vie a évolué et s'est complexifiée. Il est clair que cette histoire n'a pas été une promenade sur un fleuve tranquille, mais qu'elle a plutôt été ponctuée de plusieurs événements d'extinction massive à l'échelle planétaire. Nous pouvons examiner ces événements et essayer d'en comprendre les causes. Et il en ressort que la relation entre le climat et le monde vivant est extrêmement étroite. Ils sont en fait fortement liés et ont une série de dépendances réciproques. Chacun des cinq grands événements d'extinction massive est généralement associé à une dérégulation du cycle du carbone. En particulier, la répartition entre le CO2 dans l'atmosphère, la quantité de carbone dans la matière organique, c'est la partie biologique, et la quantité qui est séquestrée dans la Terre. C'est la partie géologique, sous la forme de carbonate, calcaire par exemple, et de combustibles fossiles. Tous deux générés par les organismes vivants, je vous rappelle. Dans pratiquement tous les cas d'extinction massive, les quantités relatives de carbone dans ces réservoirs sont perturbées. Par exemple, par des activités volcaniques qui libèrent rapidement des grandes quantités de carbone enfouies dans l'atmosphère. Ce que nous faisons aujourd'hui est assez simple à comprendre dans ce contexte. En libérant le carbone qui était séquestré dans la Terre depuis des millions d'années, nous libérons d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère.
Et pourquoi le CO2 est-il important? C'est parce qu'il se comporte comme un gaz à effet de serre dans l'atmosphère, réchauffant ainsi l'atmosphère, et parce qu'il se dissout dans l'eau et provoque l'acidification des océans. Il est remarquable de constater que nous augmentons probablement le CO2 à des taux plus élevés que lors de toutes les extinctions massives dans le passé. Basé sur la situation actuelle de 417 ppm de CO2 dans l'atmosphère, nous estimons que beaucoup d'espèces sont en danger. Et d'ici 240 à 540 ans, on prévoit que nous aurons des taux d'extinction planétaire supérieurs à 75%. Le taux qui définit une extinction massive. Donc, ça n'est pas demain, mais c'est pas trop loin. Et c'est clair que les générations futures vont nous juger pour ce qu'on fait, ce que nous on va faire face à ce problème. Nous sommes donc devenus une énorme puissance capable d'influer sur le fonctionnement du système terrestre, aussi puissante que des centaines de volcans massifs. Nous ne sommes pas la première espèce à provoquer une extinction de masse. Les microbes qui produisent du méthane ou du sulfide d'hydrogène y ont contribué dans le passé. Et l'évolution et la propagation des plantes sur Terre ont probablement provoqué une élimination massive de CO2 dans l'atmosphère par le biais de la photosynthèse, ce qui a considérablement réduit les températures à l'échelle planétaire. La différence, bien sûr, est que, contrairement aux microbes et aux plantes, nous sommes conscients des dommages que nous causons et nous essayons d'y remédier, comme il disait très bien Bruno. Les décennies prochaines seront critiques. La lutte pour l'action sera sans doute difficile et acharnée. Et quels que soient les résultats obtenus, il est déjà trop tard pour éviter de graves perturbations du climat mondial. Le changement individuel est nécessaire, mais le changement systémique l'est tout autant. Nous devons donc faire preuve de la volonté politique nécessaire, et ce, à l'échelle mondiale. L'échelle du problème signifie que nous avons besoin de solutions à une échelle équivalente. Nous aurons besoin de remèdes techniques aux problèmes environnementaux, mais envisager des solutions spécifiques à chaque problème environnemental est problématique, car cela tente de séparer ce qui est en réalité interconnecté et masque ainsi les véritables problèmes les plus profonds du système mondial. La culture écologique ne doit donc pas être réduite à une série de réponses urgentes et partielles aux problèmes immédiats de la pollution, de la dégradation de l'environnement et de l'épuisement des ressources naturelles. Également, l'ampleur du problème est trop importante pour que nous puissions rêver de revenir en arrière ou que chacun se contente de manger des carottes bio. L'environnement a été si massivement modulé par nous que même la préservation d'un lieu implique des interventions. Comment la science tente-t-elle de trouver les réponses pour de tels problèmes? Le système alimentaire et agricole mondial, qui représente la plus grande menace pour la biodiversité de la Terre, est aussi notre opportunité d'améliorer notre rapport avec l'environnement. Le développement durable de l'agriculture, qui comprendra le maintien ou l'augmentation des rendements agricoles durables, tout en protégeant et en restaurant les habitats naturels, sera essentiel pour enrayer et inverser la perte de biodiversité. Nous avons vu à plusieurs reprises la crise de la biodiversité recoupe la crise du climat. Le changement climatique, s'il n'est pas maîtrisé, risque de dépasser le changement d'affectation des terres comme première cause de perte de biodiversité. Il est possible de contribuer à la résolution de ces deux crises en utilisant de manière appropriée au niveau local des solutions fondées sur la nature pour atténuer le changement climatique et renforcer la résilience à celui-ci, tout en améliorant la biodiversité et le bien-être humain. Comme la crise de Covid-19 nous l'a montré cruellement, nous avons encore beaucoup de barrières à faire tomber avant que la science et la politique ne trouvent un moyen efficace de dialoguer.
Il y a un mouvement très dangereux vers l'anti-science en France ces jours-ci. Ce n'était pas comme ça avant. Lorsque je suis arrivé en France, il y a 20 ans, les conditions pour faire de la recherche fondamentale étaient très favorables. Depuis mon arrivée, j'ai observé l'érosion de la science fondamentale en France. Dans le même temps, j'ai constaté une montée de la résistance à la technologie, qu'il s'agisse de l'énergie nucléaire, des OGM dans l'agriculture et maintenant le mouvement anti-vaccin. Aucune de ces discussions n'est noire ou blanche, à l'exception de l'évidente nécessité pour nous tous de recevoir le vaccin anti-Covid pour sortir de la crise actuelle. Mais chaque discussion doit être informée par les meilleures preuves scientifiques rationnelles disponibles, issues de la méthode consensuelle dans laquelle la science avance. Le sentiment anti-scientifique actuel en France est très mauvais pour l'avenir technologique du pays. Et le soutien doit revenir à la science fondamentale. Cela doit se faire au niveau politique, par un soutien financier accru bien sûr, mais aussi par des investissements dans l'enseignement des sciences. C'est particulièrement vrai dans le domaine des sciences de l'environnement, pour lesquelles il faut augmenter drastiquement le rythme de découverte face à la crise actuelle de la biodiversité et de dérèglement climatique. L'EMBL à Heidelberg, l'institut de recherche le plus important dédié à la recherche biologique en Europe, c'est l'équivalent du CERN à Genève, se consacre à cette vision en proposant d'ouvrir une toute nouvelle division en biologie planétaire, qui est montrée dans la diapositive. Et donc, il faut que la France investisse elle aussi dans la même manière. Merci pour votre attention. Merci. Je retiendrai aussi quelque chose, c'est que vous avez, et je pense que c'est important dans cette loi qu'on réagit sur ce sujet, c'est, vous avez dit à un moment donné, le changement individuel est nécessaire. Et je crois qu'effectivement, on peut mettre en place un certain nombre de choses, vouloir un certain nombre de choses, mais si individuellement on ne se remet pas en cause, on ne se dit pas, on a un certain nombre d'attitudes à changer, je crois que c'est pas qu'on n'y arrivera pas, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Je vous cède la parole, Madame Masson-Delmotte. Oui, bonjour et merci beaucoup de m'avoir permis d'intervenir depuis Saclay à distance. Donc cette brève présentation que je vais faire s'appuie sur l'état des connaissances scientifiques vis-à-vis du changement climatique, en particulier sur la base des 3 rapports spéciaux du GIEC de 2018 et 2019 qui ont passé en revue près de 20 000 publications scientifiques récentes. Donc par la combustion d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, par les changements d'utilisation des terres, les activités agricoles et industrielles, les activités humaines perturbent profondément la composition de l'atmosphère et il est certain qu'elles sont responsables d'une hausse continue des niveaux de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle, ce qui est une rupture par rapport aux variations naturelles du dernier million d'années. Les activités humaines conduisent donc à un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre par cet effet de serre supplémentaire qui est un petit peu masqué par l'effet parasol refroidissant dû au rejet de particules de pollution. Les facteurs qui agissent le plus sur le réchauffement climatique sont les rejets de dioxyde de carbone, le CO2, et de méthane, le gaz naturel. Les rejets mondiaux de CO2, qui sont de l'ordre de 42 milliards de tonnes par an, modifient profondément le cycle du carbone à l'échelle planétaire. Sur ce qu'on met dans l'atmosphère, environ 30% est repris par la végétation et les sols, et environ 25% par l'océan, ce qui conduit à modifier la chimie de l'eau de mer, son acidification. Les 45% de nos émissions qui s'accumulent dans l'atmosphère chaque année, celles qui restent, une fois que les puits naturels ont fait leur travail, vont continuer à agir sur le climat à l'échelle de centaines et de milliers d'années. Le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, donc la chaleur qui ne part plus vers l'espace, cela conduit à une accumulation d'énergie. Le réchauffement à la surface de la Terre est l'un des indicateurs de cet état du climat qui change. Il dépasse maintenant 1 degré par rapport à 1850-1900. Il est plus marqué en France, plus de 1,5 degré, comme sur tous les continents, et il est particulièrement intense autour de l'Arctique du fait de processus amplificateurs. Par rapport à l'énergie supplémentaire qui est accumulée, ce réchauffement de l'air ne représente qu'1% de cette énergie supplémentaire.
3% conduit à la fonte du manteau neigeux, au dégel des sols gelés, à la fonte de la banquise arctique, des glaciers, la fonte du Groenland et un écoulement plus rapide de certains secteurs des glaces continentales de l'Antarctique. 5% de l'énergie supplémentaire entraîne un réchauffement des sols et le plus gros de l'énergie supplémentaire, près de 90%, rentre dans l'océan qui se réchauffe en surface puis en profondeur. Compte tenu du temps de mélange des eaux dans l'océan mondial qui est de l'ordre du millier d'années, cela rend le changement climatique actuel, qui est le résultat des émissions de gaz à effet de serre passées, irréversible. Aucun facteur naturel, fluctuation de l'activité du soleil, effet des éruptions volcaniques ou variabilité spontanée du climat, n'explique cette accumulation d'énergie et l'ensemble de ses caractéristiques et du réchauffement. Ce réchauffement est aussi une rupture par rapport à l'histoire du climat au cours des derniers millénaires. La meilleure estimation à ce jour est que 100%, avec une plage d'incertitude de l'ordre de 20%, du réchauffement observé à la surface de la Terre est dû à l'influence humaine sur le climat. Le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre entraîne un ensemble de conséquences. Modification de la circulation atmosphérique, modification de la répartition de la pluviométrie, en fait intensification du cycle de l'eau, augmentation des records de précipitations, parce qu'une atmosphère 1 degré plus chaude peut contenir 7% d'humidité en plus quand sa trajectoire lui permet de se remplir d'humidité. Augmentation dans certaines régions, comme en France, tout autour de la Méditerranée, de l'occurrence de sécheresse, car une atmosphère plus chaude favorise aussi une vidange plus rapide des sols par l'évaporation et la transpiration des plantes. Une conséquence directe tient aussi à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds et une baisse pour les extrêmes froids. Le réchauffement conduit aussi à une augmentation des conditions favorables aux incendies de forêt sur une saison plus longue, des surfaces plus larges, et il augmente la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses. La montée du niveau des mers est une conséquence directe du réchauffement, du fait que l'océan gonfle en se réchauffant, et par la fonte des glaciers du Groenland et l'écoulement plus rapide de secteurs de l'Antarctique qui rajoutent en fait de l'eau à l'océan. D'ailleurs, l'accélération du rythme de montée du niveau des mers depuis les années 90 est due au début de la réponse du Groenland et de l'Antarctique. La hausse graduelle du niveau des mers entraîne aussi une augmentation des événements de très haut niveau marin liés aux submersions côtières, quand cela s'ajoute aux épisodes de tempête et aux épisodes de marée. Dans de nombreuses régions du monde, les niveaux extrêmes marins, qui n'étaient atteints qu'une fois par siècle, au cours du siècle dernier, seront atteints parfois chaque année d'ici à 2050. Les enjeux pour le littoral, pour les zones de basse terre, sont majeurs. Plus le niveau de réchauffement à la surface de la Terre sera élevé, plus ces multiples conséquences affecteront chaque région, avec des effets composites, des tendances, des extrêmes, des valeurs au-dessus de seuil de tolérance. Seuil de tolérance pour les écosystèmes ou pour nos infrastructures. Chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte par rapport aux risques liés au climat, qui résultent à la fois de ce climat qui change, mais aussi des vulnérabilités et de l'exposition aux aléas climatiques. Ces risques touchent à des enjeux majeurs pour la préservation des écosystèmes et pour la sécurité humaine, pour des droits humains fondamentaux. Chaque fraction de réchauffement supplémentaire augmente les risques de dégradation sévère pour les récifs de coraux tropicaux, du fait des vagues de chaleur marine, mais aussi des risques de perte d'habitat pour de nombreuses espèces, du fait de déplacement des zones climatiques, ou bien les risques de dépérissement de forêts, du fait de conditions plus chaudes et plus sèches. Le niveau de réchauffement est directement lié à une augmentation de risques liés aux inondations côtières, fluviales, et à des enjeux en matière de santé publique, du fait par exemple de la morbidité et de la mortalité liées à la chaleur extrême. Le niveau de réchauffement affecte certains rendements agricoles, qui ont par exemple des seuils pour certains niveaux de température et ensuite chutants, pour des céréales clés, pour la productivité des animaux d'élevage. Et du coup, je vais mettre l'accent sur l'utilisation des terres. Les terres, c'est une ressource critique et sous pression croissante du fait de l'évolution de la démographie dans le monde, mais aussi de la consommation alimentaire, ce qui conduit, on l'a entendu tout à l'heure, à une dégradation des écosystèmes terrestres. Et le changement climatique ajoute à ces pressions, empire une situation tendue et menace la sécurité alimentaire.
les risques en matière d'instabilité d'approvisionnement alimentaire augmentent très fortement, même pour un niveau de réchauffement proche du niveau actuel. Et les risques en matière d'insécurité alimentaire dépendent à la fois du niveau de réchauffement, mais aussi des choix socio-économiques. Si on met l'accent sur la soutenabilité par une gestion durable des terres, du foncier, par des modes de production et d'alimentation résilients, diversifiés, par une élimination de l'extrême pauvreté, en fait, cela permet de limiter les risques en matière d'insécurité alimentaire. Mais à l'inverse, des choix socio-économiques qui renforcent les inégalités, la pression sur les terres, des modes de production et de consommation très intensifs en ressources, au contraire, renforcent l'effet du changement climatique pour les risques en termes de sécurité alimentaire. Les risques liés au climat sont disproportionnellement plus élevés dans certaines régions, autour de l'Arctique, pour les régions semi-arides et de climat méditerranéen, pour les zones de basse terre, les deltas, les petites îles, nos territoires d'outre-mer sont particulièrement concernés, et pour les pays les moins avancés. Rien qu'entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement, donc proche du niveau actuel, on parle en fait de plusieurs centaines de millions de personnes qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté et qui seraient exposées à des risques climatiques croisés en cascade et croissants. Pourquoi est-ce qu'on parle d'effets en cascade? Parce qu'il y a bien sûr les effets directs d'un climat qui change sur les aléas, les milieux physiques, mais il y a les effets indirects sur les écosystèmes dont nous dépendons. Alors, je vais mettre l'accent sur l'océan et la cryosphère. La cryosphère, c'est tout ce qui est enneigé et englacé. L'océan et la cryosphère ont pris de plein fouet les conséquences du changement climatique, avec des conséquences profondes et graves, aussi bien pour la nature que pour l'humanité. C'est le cas dans les régions de montagne, du fait du recul des glaciers, du recul de l'enneigement, du dégel des sols gelés, qui affectent les aléas naturels locaux, les écosystèmes et les activités locales, pour les loisirs, le tourisme, mais aussi les rendements agricoles, le patrimoine et l'identité culturelle. Ainsi que les activités en aval, tout particulièrement concernant la disponibilité en eau pour les villes, l'agriculture, mais aussi la production d'hydroélectricité, par exemple. Vous voyez que nous avons mis en mouvement les composantes les plus lentes du système climatique, l'océan, les calottes polaires. La montée du niveau des mers est inéluctable. Quoi qu'on fasse, elle va se poursuivre, à l'échelle de siècles et de millénaires. Mais son rythme va dépendre du niveau de réchauffement. Les risques liés à cette montée du niveau des mers, graduelle, mais aussi à des événements extrêmes côtiers qui vont devenir de plus en plus fréquents, vont dépendre de l'ampleur du réchauffement et des actions d'adaptation permettant de réduire ou de retarder les risques. Les systèmes d'alerte, les ouvrages de protection, l'avancée ou le repli planifié, les solutions fondées sur les écosystèmes côtiers. Et pour cela, comme pour bien d'autres aspects liés au changement climatique, les personnes les plus directement exposées, les plus vulnérables, qui ont la moindre capacité à agir, sont celles dont la capacité de réponse est la plus faible. Les conséquences pour l'océan sont aussi majeures. Un océan plus chaud, qui perd de l'oxygène en se mélangeant moins parce qu'il est plus chaud, qui est affecté par l'acidification, a des répercussions sur la vie marine, sa répartition, sa productivité. Le potentiel de prise de pêche a déjà diminué et va continuer à diminuer dans les régions tropicales. Les communautés qui dépendent des produits de la mer vont être confrontées à des risques pour leurs revenus, pour leur sécurité alimentaire et parfois pour leur santé nutritionnelle. Les options d'action portent aussi sur la réduction des autres pressions locales, la gestion durable des pêches, mais aussi les aires marines protégées pour renforcer la résilience de la vie dans l'océan et des sociétés qui en dépendent. Les conséquences irréversibles et à long terme pour les sols gelés, les calottes polaires, l'océan profond, la montée du niveau des mers, soulignent l'urgence à agir de manière ambitieuse, coordonnée et tenace. C'est une phrase exacte dans le dernier rapport spécial du GIEC qui a été approuvé par les représentants de tous les pays. Les coûts en matière d'adaptation, le risque de dépasser les limites des capacités d'adaptation et donc les pertes et dommages augmentent avec le niveau de réchauffement partout. Si les émissions de CO2 étaient mises instantanément à zéro, il n'y aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire à l'échelle des prochaines décennies. Mais il y a une inertie dans nos infrastructures, dans le parc de voitures, dans les systèmes de chauffage, dans les usines qui existent aujourd'hui, pour ne donner que quelques exemples.
Et c'est la vitesse à laquelle nous serons capables de transformer ces infrastructures et d'utiliser toutes les options bas carbone disponibles qui va être clé pour la suite. Le niveau de réchauffement à venir va dépendre des émissions à venir. Et ce niveau de réchauffement à venir va dépendre du cumul des émissions de CO2, donc la somme des émissions passées, présentes et futures, et puis de l'effet net des autres facteurs, le méthane, l'oxyde nitreux, les particules de pollution. Il y aura des tendances inéluctables dans les prochaines décennies à cause de l'inertie de nos infrastructures et des émissions à venir. Mais au-delà de 2050 à plus long terme, les tendances elles vont dépendre radicalement des choix qui vont être faits partout dans le monde pour les émissions de gaz à effet de serre à venir. Donc l'accord de Paris sur le climat vise à contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés et de renforcer les efforts pour le contenir à 1,5 degré, très très proche du niveau actuel. Cela ne peut être atteint que si les émissions mondiales de CO2 diminuent fortement d'ici 2030. Entre 2010 et 2030, un quart de baisse pour se mettre sur une trajectoire permettant de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés, une baisse de 45% entre 2010 et 2030 pour pouvoir le contenir autour de 1,5 degré. Et puis, il faut aussi que les émissions mondiales de CO2 atteignent le net zéro le plus vite possible à cause de l'effet cumulatif. Et ce net zéro, c'est dans le monde entier 2050 pour contenir le réchauffement à 1,5 degré et 2070 pour le contenir largement en dessous de 2 degrés. Puis bien sûr, les conditions nécessaires permettant d'atteindre ces objectifs, c'est aussi une forte baisse de l'effet net sur le climat des autres émissions. Contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, ça demande de mettre en œuvre des transitions qui combinent adaptation, gestion de risque, résilience et décarbonation profonde dans tous les grands systèmes de production. L'énergie, l'utilisation des terres, les villes, les systèmes urbains, les systèmes industriels et aussi les grandes infrastructures nécessaires, et de déployer une large palette de technologies avec des ruptures récentes qui donnent des solutions disponibles aujourd'hui, mais aussi d'agir sur la demande avec une évolution des comportements, une diminution très rapide de l'utilisation du charbon dans le monde, une réorientation des investissements, sortir des énergies fossiles et augmenter les investissements vers les options bas carbone et l'efficacité énergétique, avec un besoin en fait de financement multiplié d'un facteur 5 à 6 à horizon 2050, d'ici à 2050. Cela a été dit tout à l'heure, mais le système alimentaire joue un rôle important. De nombreux leviers d'action tiennent à ce système alimentaire qui représente aujourd'hui, depuis la production jusqu'à nos assiettes et aux poubelles, un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il y est très vulnérable. Les options d'action, elles portent sur l'élimination des pertes et gaspillages, la transformation des modes de production, de transformation, de consommation et la gestion de risque. Parmi ces options d'action, il y a la diversification des régimes alimentaires vers une alimentation nutritive et saine avec plus de protéines végétales et des systèmes de production parce que cela favorise l'adaptation, contribue à une baisse des émissions et permet de libérer des terres, de réduire la pression sur les terres pour différents usages, y compris la préservation de la biodiversité. Dans les trajectoires qui correspondent à une stabilisation du réchauffement largement en dessous de 2 degrés, l'élimination de CO2 de l'atmosphère qu'on a déjà mis est nécessaire pour compenser des émissions résiduelles, ou bien après avoir dépassé un certain niveau de réchauffement, revenir en arrière par des émissions nettes négatives, c'est-à-dire on enlève du CO2 atmosphérique. Certaines options pour cela peuvent apporter de nombreux co-bénéfices, comme la préservation, la restauration, le renforcement des puits naturels de carbone, mais d'autres options, comme la production à grande échelle de cultures de biomasse pour l'énergie, des monocultures, ou de l'afforestation, c'est-à-dire planter des forêts à la place de terres qui avaient d'autres usages, cela peut présenter au contraire des effets indésirables, néfastes pour la biodiversité, la sécurité alimentaire, la sécurité en eau ou bien les droits fonciers des populations locales. Il y a néanmoins un potentiel pour un déploiement soutenable avec des essences locales dans une gestion intégrée de paysages. Je donne avec ces quelques exemples cette vision que les enjeux en matière de changement climatique et des multiples dimensions de la soutenabilité sont intimement liés. Chaque option d'action pour s'adapter à un climat qui change ou pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre présente en fait des profils de synergie ou de compromis avec d'autres dimensions de la soutenabilité, les dimensions sociales, les dimensions économiques et les autres dimensions environnementales.
Ça veut dire en fait que ça demande de ne pas mettre l'action pour le climat dans un silo, dans une boîte, mais de l'intégrer dans une vision d'ensemble pour construire en fait des transformations profondes qui soient éthiques, équitables et justes, qui préservent la biodiversité et les droits fondamentaux, en particulier des personnes les plus vulnérables et les plus exposées à la fois à un climat qui change, mais aussi aux choix et aux politiques publiques agissant pour le climat. La faisabilité de l'action pour le climat en matière de gestion de risque, d'adaptation, de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, ça demande d'agir sur les systèmes de production, les profils d'investissement, la demande, et cela a de multiples dimensions. La coopération à tous les échelons en fait, de décision, de l'échelle de l'individu au territoire où l'on vit, l'échelle nationale, européenne, internationale. Il y a des enjeux majeurs en matière d'éducation, de formation, de rapport à la science, de se projeter vers un avenir désirable et souhaitable. Il y a des enjeux majeurs en matière d'innovation technologique, d'innovation sociale, d'innovation frugale avec des solutions abordables pour tous, partout, et d'innovation en matière de solutions fondées sur la nature. Enfin, il y a également des enjeux de mobilisation de financement et pour terminer, des enjeux de gouvernance. Je crois que c'est ce pourquoi nous sommes réunis. La répartition de la responsabilité historique, la responsabilité actuelle, la répartition des conséquences différentes du changement climatique selon les régions, selon les générations, selon les vulnérabilités et les capacités à agir, cela en fait aussi profondément un enjeu de justice. Et je précise qu'en France, 2/3 de la population est exposée directement aux aléas climatiques. Pour terminer, en fait, les points clés de ces éléments scientifiques soulignent à quel point chaque fraction de réchauffement supplémentaire ou évité compte, à quel point chaque tonne de gaz à effet de serre émise ou évitée compte, chaque année et chaque choix compte. Et pour terminer, pour moi, mettre l'action pour le climat et la biodiversité au cœur des valeurs de la République, à côté des règles fondamentales du vivre ensemble, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, me semble essentiel. Merci. Merci. Je vais donner la parole à notre rapporteur Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Messieurs, pour vos interventions. C'est toujours passionnant d'écouter des scientifiques et d'avoir le président du Muséum national naturel qui est à côté du Sénat et qui est un lieu où vous nous aviez accueillis pour nous présenter les travaux, enfin les expositions et les travaux menés dans cette noble institution où il faut diffuser de la connaissance. Et le Sénat est là aussi pour objectiver les débats qui traversent la société et diffuser de la connaissance. Donc vos interventions étaient tout à fait intéressantes. Permettez de les recentrer un petit peu sur l'ordre du jour de notre réunion qui était une table ronde avec des scientifiques sur le projet de révision de la Constitution avec la modification de l'article 1. Et pour nous, les législateurs, avec la grande question de la valeur ajoutée de cette phrase supplémentaire par rapport à la Charte de l'environnement. Si j'osais, je dirais, est-ce que déjà depuis 2005, depuis la présence de la Charte de l'environnement, et si on rajoute cette phrase, est-ce que ça aurait empêché, si ça avait été mis en application plus tôt, est-ce que ça aurait empêché des extinctions massives que vous avez évoquées? Est-ce que ça aurait empêché une dégradation de la biodiversité telle que vous l'avez parfaitement décrite et qui nous interpelle et nous mobilise dans notre travail de législateur? Ça, c'est une petite introduction. Et après, j'ai des questions extrêmement précises à vous poser. Donc, considérez-vous, de votre point de vue scientifique, que la phrase qui nous est proposée par l'exécutif, qui suit les travaux de la Convention citoyenne, considérez-vous que cette phrase est satisfaisante? Et si vous, en tant que scientifique, avec la polyvalence qui vous caractérise, si vous étiez constitutionnaliste, si vous aviez la plume du constituant, est-ce que vous auriez eu la même formulation ou est-ce que vous proposeriez une formulation différente?
Deuxième question, est-ce que vous êtes optimiste quant à la possibilité des pouvoirs publics de satisfaire aux obligations nouvelles qui leur incomberaient si cette révision était adoptée en l'état? Et donc là, c'est la révision de la Constitution française. Est-ce que la France peut garantir seule sur ce sujet si vaste? Justement, l'inscription de ces obligations au seul niveau national, sans s'appliquer aux autres pays, vous semble être de nature à produire des effets mesurables sur la biodiversité et le climat. Et la protection de l'environnement à cette échelle est-elle utile, même si un cadre de coopération internationale n'est pas organisé? Même si on sait qu'il y a des accords internationaux, les COP, vous en avez cité, COP climat et COP biodiversité d'ailleurs. Autre question, l'appréciation par le juge constitutionnel des efforts menés en faveur de la protection de l'environnement vous paraît-elle aisée à évaluer? Puisqu'à partir du moment où si ça rentre dans le droit positif, est-ce que le juge constitutionnel saisi pourra-t-il faire une évaluation et quels indicateurs scientifiques pourraient être pris en compte? Merci. Monsieur Houllegatte. Merci, Président. Merci à vous pour vos exposés. Donc, on est, je dirais, tous convaincus que notre rapport à la nature doit évoluer et même que nous devons, d'une certaine façon, opérer un changement de paradigme, non plus dominer la nature, l'exploiter, mais plutôt coopérer avec elle, la respecter et on pourrait même aller jusqu'à dire notre sœur la Terre. Mais ce changement de relation ne doit pas nous conduire à une forme de divinisation parce que la nature a parfois ses travers. Et parmi ces travers, les écosystèmes qui abritent la biodiversité sont donc très vulnérables aux invasions biologiques. Et dans le territoire où j'habite, qui est le département de la Manche, je vais vous citer les herbes de la Pampa, je vais vous citer le chien-dent qui colonise les herbus littoraux, le rat musqué, le frelon asiatique et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme doit intervenir dans la régulation. Et c'est par rapport à cette régulation que je voudrais vous questionner, et notamment au regard de ce que nous allons inscrire peut-être dans la Constitution. Donc la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et de la lutte contre le dérèglement climatique. Et au titre de cette diversité biologique, comment vous voyez-vous la main de l'homme, notamment en matière de régulation? Est-ce qu'elle a sa place ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être proscrit? Il y a eu des travaux très très intéressants sur l'évolution des espèces. L'INRAE de Rennes a fait notamment des travaux sur l'évolution comment dirais-je, de la faune des vertébrés durant la période de l'Holocène, c'est-à-dire de moins 9200 avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Et on voit des choses assez tout à fait intéressantes dans ces travaux. Il y a des espèces qui ont disparu, d'autres qui ont réapparu, etc., etc. Donc, quelle est la place de la main de l'homme et est-ce que cet article dans la Constitution va, oui ou non, favoriser ou obérer la possibilité de réguler? Merci. En visio, Monsieur Jacquin. Merci. Merci Président pour cette belle table ronde encore, puis merci pour vos excellents témoignages. Je vais m'adresser plus directement à Madame Masson-Delmotte parce qu'elle est originaire de Nancy et puis on se connaît. Je loue votre patience. Une des premières auditions de la commission ATDD, ça doit être fin 2017, vous étiez venu au Sénat, puis on avait eu un échange à la fin. Et à cette époque-là, il y avait encore des climato-sceptiques. Et je fais le constat qu'il n'y a plus de propos climato-sceptiques. En tout cas, au Parlement, je n'en détecte plus. Le président de l'association des 150, que nous avons auditionné récemment, a eu ce propos et cette métaphore en disant le réchauffement climatique, c'est comme la relation du médecin avec un fumeur. Il lui dit, il ne faut pas fumer, un jour vous risquez d'avoir un cancer du poumon. Mais le gars, il continue à fumer parce qu'il a une addiction. Et puis, un jour, le médecin le reçoit, il lui dit, c'est fichu, maintenant c'est trop tard. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'ai vraiment le sentiment que notre affaire, c'est quelque chose comme celle-là. Alors, je reprendrai, Madame Masson-Delmotte, l'expression de votre collègue éminent tout à l'heure.
L'homme peut-il s'adapter à lui-même? Vous nous présentez des propositions qui semblent intéressantes, pas trop effrayantes, une mutation qui semble accessible. Comment rendre ces propositions et ce futur véritablement désirable pour en finir avec cette addiction au carbone, par exemple, et donc où atterrir? Voilà ma question très ouverte et je vous remercie. Merci. Qui souhaite répondre? Vous partagez les rôles, comme tout à l'heure? Évidemment, la dernière question, elle est plutôt pour Valérie. La première question, c'était sur la phrase de la Constitution, la modification qui est prévue. Je peux vous répondre un peu par une boutade. La phrase, elle n'est pas scientifique de toute manière. Non, mais c'est vrai. Scientifiquement, j'ai pas de réponse scientifique en termes de commentaires scientifiques sur cette formulation. Je peux avoir une réponse de citoyen. Je peux avoir une réponse de citoyen scientifique, entre guillemets. Je pense que c'est souhaitable dans la mesure où ça participe à une prise de conscience. Et que ça pousse aussi vers une prise de conscience et que ça force aussi à une certaine action. Parce que prendre conscience des choses, je pense que maintenant c'est fait, je ne sais plus lequel d'entre vous le disait, peut-être que c'est M. Jacquin, il n'a plus aucun collègue qui soit climato-sceptique. Moi j'appelle ça climato-négationniste maintenant d'ailleurs, parce que je considère qu'on a dépassé le stade du scepticisme. Alors il peut y en avoir encore quelques-uns, mais pour moi ils sont climato-négationnistes carrément. Voilà, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y a un nid là-bas, il y a sans doute un nid de climato-négationnistes. Donc, la prise de conscience, elle existe. Comment est-ce qu'on passe à l'action derrière? Avec une certaine urgence d'action, aussi bien pour le climat, et Valérie l'a très bien montré, que pour la biodiversité, où la parabole de la Tour Eiffel que je vous expliquais tout à l'heure montre que ça va finir par s'effondrer, que les écosystèmes vont fonctionner autrement et qui ne nous rendront plus du tout les mêmes services, et que ça risque d'être vraiment à nos détriments. Donc, comment est-ce qu'on passe à l'action? Une phrase comme ça dans la Constitution, pour moi, c'est quelque chose qui pousse à l'action. Alors après, en tant qu'élu, vous allez me dire, mais quelle barrière on met aussi? Parce qu'il ne faut pas que n'importe quel citoyen un petit peu baroque dise, mais c'est scandaleux, que fait l'État? J'avais un bout de forêt derrière chez moi, je ne l'ai plus, c'est un scandale. Enfin, bon, je vais botter en touche, c'est votre problème. Mais il faut savoir aussi mettre éventuellement ce genre de limites. Et puis, après, je laisserai la parole à mes collègues. Sur la question de l'optimisme, qui est une question importante, savoir si on est optimiste. S'il y a l'obligation d'action, on peut être un peu plus optimiste que s'il n'y a pas obligation d'action, bien évidemment. Parce que s'il n'y a pas obligation d'action, ça risque de mettre un certain temps avant qu'il se passe quelque chose, et j'ai peur qu'on soit dans le mur quand il va vraiment se passer quelque chose. Pour la biodiversité, ça sera peut-être encore possible ça sera peut-être pas tout à fait trop tard, mais pour le climat, ça sera vraiment trop tard. Valérie nous a très bien expliqué qu'il y a une inertie du système dans le climat qui fait que tout ça, c'est cumulatif en plus, et que c'est difficile de revenir en arrière. Une fois que l'océan va s'être réchauffé, il va s'être réchauffé. Si la circulation change dans l'océan, ce qu'on appelle la circulation thermohaline, ça met un millénaire à se rétablir. Donc, l'optimisme pour la biodiversité, j'aurais tendance à l'avoir, parce que la biodiversité, elle est très résiliente, pour utiliser un mot maintenant qui est passé dans le langage courant. C'est-à-dire que si on lui laisse la paix à un endroit donné, elle va assez bien réagir tant qu'on n'a pas dépassé un certain effet de seuil. Et c'est très gratifiant, puisque si on agit ici et maintenant, on en tire les fruits dans pas longtemps et à l'endroit où on a agi. C'est un petit peu plus gratifiant que pour le climat, même je ne dis pas que pour le climat, ce n'est pas important, parce que sinon Valérie va m'arracher un œil, ou les deux. C'est très important aussi d'agir pour le climat, mais quand on agit pour le climat, on sait très bien qu'il y a une inertie du système qui fait que ça sera visible dans quelques décennies, peut-être, et que ça participe à un climat mondial, et que donc si on est tout seul à agir, c'est moins gratifiant, c'est plus difficile. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Je fais souvent l'exemple de dire, c'est pas parce qu'il y a des tickets de métro par terre dans Paris que je dois jeter mon ticket de métro par terre, même s'il y en a déjà 1 million par terre, et que ça ne changerait pas grand-chose si je jette le mien par terre. Donc on doit néanmoins agir, ce n'est pas ce qui doit nous pousser à l'inaction. Pour la biodiversité, on doit avoir des arguments très forts, parce que si on agit chez nous, en France, outre-mer ou métropole, c'est chez nous, outre-mer et métropole, où ça se verra, où il y aura un retour sur investissement, entre guillemets, pour les citoyens,
qui auront accepté finalement un certain nombre de contraintes, mais avec finalement des avantages positifs derrière. Donc faisons-le. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, aussi bien Chris que Valérie, sur les sujets d'alimentation, sur les sujets derrière l'alimentation, c'est les sujets d'agriculture. Quelle agriculture on veut, comment est-ce qu'on cultive, comment est-ce qu'on se nourrit, jusqu'à quel point on va chercher des poissons dans la mer, quel type de poissons, etc. Mais je vais laisser la parole à mes collègues pour continuer de répondre à l'ensemble des questions. Je vous en prie, allez-y. Allez-y, vous pouvez y aller, madame. Oui, je vous remercie. Je voudrais répondre de la même manière que Bruno David sur la question de la formulation. Je pense que la question n'est pas le degré de précision, de rigueur et de jargon scientifique. Ça relève en fait du registre qui est davantage juridique et de grands choix de société pour moi. Et je peux vivre avec la formulation telle qu'elle est exprimée. Vous avez vu d'ailleurs que dans mon intervention, je n'ai pas utilisé les mêmes termes. Voilà, mais ces termes-là sont utilisés couramment. Par ailleurs, il y a une question qui était posée, c'était celle du niveau national et par rapport aux autres pays. Alors, il y a une particularité sur les émissions de gaz à effet de serre en France. Il y a celle du territoire national et puis celles qui tiennent à nos importations qui représentent en fait la moitié de l'empreinte carbone de quelqu'un qui vit en France, avec 3/4 des leviers d'action par rapport à cette empreinte qui touche au cahier des charges, des commandes, des acteurs, des filières de distribution, des filières industrielles. Et donc, une action à un endroit donné, alors de préférence coordonnée au niveau européen, c'est le cas sur les politiques pour le climat, peut avoir des effets en cascade sur l'ensemble de ces filières d'approvisionnement, avec des enjeux climat, mais aussi des enjeux biodiversité sur, par exemple, la déforestation importée. Il y a également une question qui était posée vis-à-vis de la charte de l'environnement. Et moi, tel que je le comprends, je ne suis pas du tout juriste, à l'époque, c'était nécessaire, mais c'est clairement pas suffisant. On le voit en fait quotidiennement. Par exemple, la charte de l'environnement par elle-même n'a pas conduit à évaluer chacune des lois à l'angle de ses implications sur l'adaptation à un climat qui change ou bien sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle n'a pas conduit à l'époque à avoir une évaluation des budgets au regard des conséquences pour l'environnement. Elle n'a pas conduit à mettre en place une formation dans l'ensemble du système éducatif ou bien pour les acteurs des collectivités, des fonctionnaires sur ces enjeux-là. Elle n'a pas conduit à modifier les commandes publiques pour prendre en compte ces dimensions. Ce sont quelques exemples qui soulignent que c'était, je pense, nécessaire, mais clairement pas suffisant pour, en fait, mettre en place une action qui soit efficace parce que perçue comme au cœur des valeurs de la République. Et d'ailleurs, quand on enseigne à des enfants les valeurs de la République aujourd'hui, on ne parle pas de la préservation de l'environnement, ce que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Ça donne l'impression qu'on crée des règles de vivre ensemble qui sont fondamentales, vraiment fondamentales, sur ces principes de la République, mais comme si c'était hors sol et déconnecté en fait des milieux naturels dont nous dépendons pour tout en fait, pour nos habitats, pour notre alimentation, pour nos conditions de vie. Voilà. Alors par ailleurs, il y avait également des questions qui ont été posées qui portaient sur les discours que l'on entend. Et je veux mentionner qu'effectivement, on entend moins en France des discours de déni par rapport à des faits clairement démontrés vis-à-vis de l'influence de l'homme sur le climat, mais aussi de la sévérité des risques. Mais je dirais qu'on voit évoluer ces discours d'un déni au départ vers des discours de l'inaction. Il y a en fait des chercheurs en sciences sociales qui ont cartographié les discours les plus fréquents par rapport à l'inaction. Le premier, en fait, c'est de dire ce n'est pas nous ne pesons rien, ou bien la responsabilité est celle des autres, donc se dédouaner de ses propres responsabilités. Cela peut porter sur aussi reporter la responsabilité vers les individus et non pas vers l'organisation, les règles du jeu, le cadre réglementaire, juridique qui s'impose à tous. Il y a également un discours qui est celui de baisser les bras. Le changement, c'est impossible. À quoi bon? Il est trop tard, ça ne va pas assez vite. On est déjà dans une situation très grave. C'est un discours, en fait, d'inaction. Parce qu'il met l'accent non pas sur ce que l'on peut faire, mais sur ce qui nous échappe. Il y a également un discours de l'inaction qui met l'accent sur les effets indésirables. Par exemple, chercher un perfectionnisme sur les politiques publiques plutôt que mettre en place de manière assez pragmatique ce qui peut être fait.
Et enfin, un dernier type de discours de l'inaction porte sur des actions qui soient en fait non transformatives. Par exemple, simplement des encouragements et pas d'obligations. Et donc, c'est très connu, en fait. Ça existe partout dans le monde, en France comme ailleurs, dans tous les contextes. Et je pense que c'est important de pouvoir comprendre ces discours de l'inaction qui, en fait, ne visent qu'une chose, hein, c'est repousser des transformations profondes qui sont indispensables si l'on veut pouvoir agir aussi bien au bénéfice du climat qu'à celui de la biodiversité. Donc, vous me posiez la question, je crois, si j'étais de ma patience. J'ai une patience infinie, mais j'ai aussi, en fait, une frustration énorme. Pourquoi ? Parce que le constat sur le climat, il date des années 1970, quand je suis née. Les éléments scientifiques vis-à-vis de l'influence de l'homme sur le climat se sont construits, se sont renforcés dans les années 80. Le premier rapport du GIEC est sorti, j'étais au lycée. Ce constat n'a fait que s'affiner, se renforcer. Et malgré ce qui existait déjà, en fait, hein, les cadres différents, mais on voit bien qu'ils n'étaient pas adaptés. On voit bien que malgré les négociations internationales, les engagements qui ont été pris, on peine à agir à hauteur de ces engagements et à hauteur des enjeux. Donc ça demande en fait vraiment de réfléchir profondément à des changements structurels profonds qui finalement construisent le cadre dans lequel on fera les choses autrement. Et je reviens sur la question de la Constitution. J'ai interrogé une de mes filles qui est étudiante, qui a fait des études de droit. Ce n'est pas mon cas. Et elle m'a expliqué en fait la manière dont les constitutions des différents pays ont été construites, l'importance finalement de ces valeurs fondamentales dans le cadre juridique. Et quand ça a été mis en place au moment de la Révolution française ou dans l'après-guerre, hein, les différentes révisions de la Constitution, ces enjeux environnementaux n'ont pas été intégrés. Ils n'étaient pas connus, ils n'ont pas été mis en place à hauteur de ce que l'on voit très clairement aujourd'hui et des enjeux de transformation nécessaires. Et voilà, j'avais un dernier point. Ah oui, qu'est-ce qu'on entend par préservation de l'environnement ? Donc pour moi, en fait, ça touche à la question des écosystèmes et de la biodiversité. Ça touche aux questions liées au climat. Ça touche également aux questions qui portent sur la qualité de l'eau et la qualité de l'air. Je vous en prie. Oui. Merci Valérie et Bruno pour avoir déjà répondu à pas mal de choses. Alors juste quelques points de ma part. Je suis d'accord avec Bruno, la phrase c'est pas scientifique, mais c'est pas trop important. L'important c'est que ça pousse à une prise de conscience. Ça, c'est très important. C'est un très bon signe de la France, je considère. Il va vers une sensibilisation vers le grand public qui est très important, vers nos concitoyens pour comprendre que, voilà, le problème climat, biodiversité, c'est le problème principal de nos jours. Ça marque vraiment, ça met en évidence ce point. Très, très clairement, très fortement. Ça, c'est très important au niveau de sensibilisation vers le grand public. Je pense, pour la plupart des gens, ils ne s'inquiètent pas trop du climat, de la perte de la biodiversité. Ils sont plutôt occupés pour s'inquiéter d'autre chose. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de sensibilisation du grand public. De l'autre côté, ce message, c'est aussi un message vers l'international, très important. L'accord de Paris, ça a déjà bien marqué le terrain de l'intérêt et de l'importance que la France donne à cette prise de conscience. Et donc, c'est un message vers l'international très important, je trouve. Donc, tout ça, c'est très important. Il y a pourtant un travail important à faire pour expliquer les liens entre biodiversité et climat. Il y a encore beaucoup de confusion. La biodiversité, c'est quoi ? Bruno, il a parlé un peu de ça aussi. Le public ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est la biodiversité. Et le lien entre la biodiversité et le climat,
c'est pas trop évident. Pour nous, en tant que scientifiques, c'est net et clair. Pour nos concitoyens, il y a encore beaucoup de clarifications à faire dans ce sens, je trouve. De faire comprendre qu'en fait, la biodiversité, crise de la biodiversité, crise climatique, c'est en fait deux faces du même problème. Et c'est pas clair dans la tête des citoyens, à mon avis, encore. Donc voilà. Je pense que c'est aussi important de passer un message optimiste, car en fait, il y a énormément d'opportunités face à ce problème de nos jours. Il y a des opportunités, surtout pour les jeunes. Il faut être créatif, il faut trouver les solutions. Donc ça, c'est un peu différent par rapport aux dernières décennies. On était plutôt business as usual, c'est ça le monde, comment ça fonctionne, le système économique, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on a des défis importants. Et je pense que les jeunes, ils sont prêts à trouver les solutions. Ça peut être, pour ce qui concerne l'alimentation, ça peut être décarbonisation des industries dans le transport, ça peut être l'élimination de CO2 de l'atmosphère. Donc il y a énormément d'opportunités. Donc c'est pas du tout on n'est pas du tout dans une situation de catastrophe, fin du monde, négativisme, etc. Il y a de bonnes manières de présenter la crise aussi comme des opportunités. Et pour ce qui concerne la main de l'homme dans l'environnement, c'est vrai que nos interventions ont souvent les contre-effets. On identifie un problème dans l'environnement, on essaie de régler le problème avec le biocontrôle, l'introduction d'une espèce, en modifiant quelque chose dans l'environnement. Et la plupart des fois, ça ne marche pas. Il y a un autre problème qui émerge qu'il faut régler ensuite. Donc, on n'est pas trop bien dans nos interventions jusqu'au présent. Mais en tout cas, on a appris les choses, je pense. On comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne, le monde naturel, et comment ça fonctionne le système Terre, et le rapport entre le vivant et le système Terre. Donc, je pense qu'il y a des manières d'intervenir dans l'environnement à envisager dans l'avenir. Surtout le fait qu'on comprend aujourd'hui que tout est connecté. Quand on touche quelque chose, il va avoir les impacts sur autre chose. On maîtrise tout ça beaucoup mieux aujourd'hui, je trouve. Et donc, la main de l'homme, c'est toujours important dans l'environnement. Même s'il faut comprendre que ça n'existe aucun endroit pristine aujourd'hui. Partout dans le monde, c'est touché par l'homme. Juste au niveau de concentration de CO2, de polluants dans l'atmosphère. Il n'existe aucun endroit naturel, même au fond de l'océan. Il y a énormément de microplastiques, le CO2 arrive là, etc. Donc, notre rôle, c'est de préserver la biodiversité, de préserver la nature. Il faut réfléchir à ce que ça veut dire, car ce n'est pas du tout une nature créée avant que l'homme est arrivé sur Terre. Nous avons déjà modifié énormément de choses. Donc les réflexions sont importantes, je pense, dans ce sens-là, de comprendre où et comment intervenir dans la préservation de l'environnement. Il n'y a pas de solution simple, miracle, pas du tout. Voilà, quelques réflexions. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais merci. Franchement, merci pour... Ah oui, je ne t'avais pas vu. Monsieur Favreau.
et Madame Perrault. Autorisé, Monsieur le Président. Mais bien entendu, mais bien pragmatique. Je me tournerai vers Madame Masson-Delmotte qui nous a parlé tout à l'heure des différents discours qui, dans la population du monde entier, essayaient de justifier finalement la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je crois que le discours le plus courant qu'on peut entendre quand on prend les statistiques de production de CO2, on sait qu'aujourd'hui, les 3 pays les plus peuplés au monde produisent plus de 50% du CO2 sur la planète. Le discours du Français qui, aujourd'hui, au quotidien, est bien évidemment sensibilisé sur les problèmes que vous évoquiez tout à l'heure, le discours, c'est de dire, mais même si nous faisons des efforts, est-ce que dans 50 ans, nos voisins les plus éloignés, les plus gros producteurs de CO2 ne vont pas finalement détruire tous les efforts que nous aurons faits chez nous? Et comme effectivement ça se passe sur un espace clos qui est la planète, je comprends qu'on puisse tenir ce discours. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez malgré tout que nous pourrons, nous Français, si nous faisons des sacrifices majeurs, demain, eh bien, bénéficier d'une réaction collective de l'ensemble des pays du monde pour remédier à cette situation? Merci. Evelyne Perrault. Oui, merci. Vendredi, j'étais avec des manifestants agricoles et très sincèrement, ils sont très très inquiets pour le devenir de leur profession. Et ce qu'ils m'ont dit, quand vous dites il faut mieux communiquer, je pense qu'il y a vraiment une très grande communication à faire vis-à-vis du monde agricole. Et ils sont partants pour changer les choses, ils sont partants, ils sont conscients du problème actuel, mais ils se sentent incompris, isolés, et ils ont vraiment besoin de travailler avec vous à la limite. Il faut vraiment que vous vous rapprochiez de ces gens-là qui actuellement pâtissent de tout et ont besoin et sauront aussi changer les choses, accompagner correctement. Voilà. Merci. Je vous laisse répondre. Est-ce que je peux réagir ? Donc par rapport aux Allez-y. 3 premiers par rapport aux 3 premiers grands émetteurs dans le monde, ce sont les États-Unis, la Chine et l'Union européenne aujourd'hui. Nous faisons partie via la stratégie d'action pour le climat de l'Union européenne, des grands émetteurs dans le monde. L'autre point, c'est de regarder également les émissions par habitant, à la fois par rapport au territoire et aussi par rapport à l'effet des importations, les importations produites dans des pays utilisant du charbon, par exemple. Et on voit qu'une personne moyenne qui vit en France correspond aux personnes qui émettent le plus de gaz à effet de serre dans le monde, en prenant en compte l'ensemble de cette empreinte. Il y a bien sûr beaucoup plus dans certains pays, mais voilà, c'est pour cela que nous avons une responsabilité à agir. Nous avons également une capacité à agir. J'étais un peu surprise par le terme « sacrifice ». C'est intéressant parce que dans les gens avec lesquels j'interagis, dans le monde des entreprises, dans le monde de la finance, du côté des collectivités locales, ou bien du côté des étudiants dans les grandes écoles, des étudiants dans les universités auxquels je suis amenée à faire cours virtuellement cette année, fréquemment. Ce n'est pas du tout le terme qui revient. Ce qui revient, c'est transformation, opportunité, emplois qui ont un sens, emplois non délocalisables également. Cela fait plutôt partie des termes qui reviennent le plus souvent. Et par ailleurs, quand on regarde sur les transformations à mener, en particulier à l'échelle de la vie personnelle, en fait, à l'échelle des choix qu'on va faire dans sa vie personnelle, il y a 3 grandes catégories de choix pour réduire l'empreinte environnementale au sens large. Il y a les choses qu'on va éviter, qu'on fera moins, qu'on fera peut-être plus. Il y a les choses qu'on déplace, c'est-à-dire on a par exemple les mêmes déplacements, mais on les fait autrement, donc on déplace.
Et puis, il y a des choses qu'on améliore. Par exemple, améliorer l'efficacité énergétique, améliorer l'efficacité, l'isolation d'un logement. Et moi, je ne parle pas de sacrifice, personnellement, jamais. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qu'on peut améliorer et comment le faire, ce qu'on peut déplacer, c'est-à-dire vivre bien, mais en réduisant l'empreinte environnementale, mais aussi avoir une conversation sur ce qu'on ne fait plus, ce qu'on ne fait plus parce que c'est extrêmement néfaste pour l'environnement. Voilà. Je dirais que je regarde les choses plutôt de cette manière-là, dans un contexte où on voit que, par exemple, même pendant la pandémie de l'année dernière, les grandes multinationales qui étaient les plus engagées pour la transition énergétique, par exemple, sont celles qui ont eu les meilleurs résultats. C'est-à-dire elles étaient plus résilientes, même dans un contexte de crise. Et donc, pour moi, en fait, vraiment la question de fond, c'est comment on se projette. Comment on se projette, non pas maintenant, sur des transformations qui sont compliquées à mener, on le voit bien, mais dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on veut avoir construit? Qu'est-ce qu'on veut avoir construit ensemble qui nous permettra d'avoir apporté notre pierre à l'action collective de tous les pays du monde, mais aussi avoir construit des filières agricoles, des filières industrielles, des communautés humaines en France qui soient résilientes, avec des emplois qui ont du sens, durables, et avec les compétences qui vont avec cela. Voilà, je le vois vraiment d'une autre manière. Et c'est à cela que j'associe également le changement dans cet article de la Constitution. C'est quelque chose pour moi qui se projette vers l'avenir. Ce n'est pas quelque chose que je vois comme un sacrifice, mais quelque chose comme une construction, une autre forme de construction, de vivre ensemble de manière plus apaisée par rapport aux conséquences de nos actions pour l'environnement. Et le dernier point portait sur le monde agricole. Donc je précise que quand j'ai co-supervisé le rapport du GIEC qui portait sur l'utilisation des terres dans un climat qui change, on a beaucoup travaillé avec la FAO, donc l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation mondiale, où la France est très, très fortement représentée. On a bénéficié également d'échanges directs. Moi, j'ai participé à des réunions avec des acteurs du monde agricole dans la région parisienne où je vis, mais aussi dans d'autres endroits, au Pays Basque, en Lorraine. J'ai présenté ce rapport à des acteurs du monde agricole directement, en montrant l'ensemble des enjeux qu'ils connaissent très bien parce qu'ils sont en première loge en fait. Les températures à 45 degrés l'été, les inondations à des saisons bizarres, ou bien les sécheresses, ils vivent vraiment de première ligne. Et puis aussi les effets indirects avec des hivers plus doux et donc des infestations différentes de ravageurs qui n'étaient pas forcément présents précédemment. Ils sont vraiment en première ligne. Ils ont aussi conscience des transformations. Ils ne font que ça, je pense, dans ce secteur. Ils sont beaucoup plus dans la transformation constante. Et tel que je le comprends, les enjeux qu'ils expriment aujourd'hui, j'ai échangé aussi avec la FNSEA dans ce contexte-là, avec la Confédération paysanne. Il y a eu tout un manifeste qui a été fait par la FNSEA par rapport aux solutions qu'ils peuvent porter vis-à-vis de l'action pour le climat. Je crois que la question, c'est l'évolution aussi des aides qui sont portées. Les aides actuelles ont été analysées au niveau, par exemple, de la politique agricole commune. Et il y a eu de nombreux bénéfices à ces aides, mais il y a eu aussi des effets indésirables, en particulier qui touchaient à la qualité de l'eau, qui touchaient aux enjeux portant sur la dégradation des écosystèmes et de la biodiversité, et puis des enjeux aussi qui portaient aux émissions de gaz à effet de serre. Donc la question n'est pas tant, je pense, le fait de comprendre les enjeux, mais c'est plutôt de construire avec eux une évolution des systèmes de subvention qui soit le plus juste possible. Et c'est un défi majeur, c'est vraiment un défi majeur. Ah oui, et j'ai oublié de dire une chose. Donc moi, je supervise en ce moment le prochain rapport du GIEC qu'on va rendre cet été, au milieu de l'été, qui porte sur l'état du climat à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle régionale, et toutes les caractéristiques d'un climat qui change dans chaque région du monde, les tendances, les extrêmes, les valeurs au-dessus de seuils dont on sait aujourd'hui qu'ils provoquent des dommages. Beaucoup de ces seuils touchent à la production agricole, parce qu'on est déjà dans une situation où ce climat qui change affecte la production agricole partout dans le monde, en France comme ailleurs. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de construire un accès le plus facile possible à cette information climatique, avec par exemple un atlas interactif qui permettra à de nombreux décideurs, de nombreux utilisateurs de cette information, de se l'approprier et de l'intégrer,
en complément de tout ce qui est fait en matière de services climatiques et de travail direct par le monde académique en France avec les acteurs du monde agricole. Ce sont des choses qui se font déjà, mais qui mériteraient vraiment d'être renforcées et soutenues. Ce qu'on voit, c'est que pour soutenir les transformations et l'action, il y a vraiment besoin de co-construction, c'est-à-dire d'avoir ceux qui ont besoin de l'information pour le climat, qui travaillent avec ceux qui font des recherches plus académiques, pour définir en fait le besoin de production de connaissances et pour le partage de connaissances qui soit utile par rapport à la prise de décision. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément soutenues à hauteur de ce que cela pourrait être dans le cadre des financements publics de la recherche. Ce travail de co-construction et surtout un travail qui décloisonne entre les différents domaines académiques. Ça a été peut-être un peu souligné tout à l'heure, mais on a besoin de faire travailler ensemble des gens qui font de la recherche fondamentale sur le climat, mais aussi des gens qui vont travailler sur la dimension sociale, la dimension de sciences sociales liées à ces transformations et les acteurs de terrain. Et on manque en fait de cadres. On voit se mettre en place des actions au niveau des territoires, par exemple les groupes type groupes régionaux d'experts climat, mais qui ont vraiment besoin d'être renforcés et soutenus parce que c'est souvent à cette échelle-là que se font les échanges les plus fructueux. Merci. Vous voulez apporter des compléments ou... Simplement apporter quelques compléments assez généraux pour le coup. Je serais plus optimiste que Valérie Masson-Delmotte. Je pense qu'il y a des choses qui se font. Peut-être parce que je suis au muséum, mais il y a beaucoup d'expériences de sciences participatives, de projets de sciences participatives qui voient le jour, qui entraînent des citoyens. Et je peux vous dire qu'on a un projet en cours, enfin qui est plus qu'un projet, qui est en route, qui est justement d'aborder les questions de sciences participatives de manière transversale autour d'une question donnée et à travers une filière, qui est justement la filière agricole. Où on part des horticulteurs, des maraîchers, des agriculteurs, des citoyens qui ont leur jardin, de toutes ces choses-là. Et donc on interroge des citoyens sur leurs pratiques, sur comment ils font, sur qu'est-ce qu'ils perçoivent, sur comment ça marche. Donc c'est vraiment une expérience filière métier en quelque sorte de sciences participatives qui touche l'agriculture. Et j'entends que les agriculteurs soient incompris. Il se trouve que l'autre jour j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale sur la question des grands prédateurs en France, donc la présence du loup, la présence de l'ours, enfin des choses comme ça. Et on voit bien qu'on est dans une logique d'affrontement. Comme l'a dit par contre Valérie, on ne résoudra pas ce genre de problème très large ou au contraire spécifique si on ne sort pas de cette logique d'affrontement. Donc il faut qu'on accepte de briser les barrières, de casser les barrières et d'avancer ensemble. On a une grande question à résoudre qui pose derrière elle une multitude d'autres questions, qui est comment est-ce qu'on habite la Terre ? Quelle éthique pour la planète veut-on ? Et pour nos territoires, à commencer par nos territoires. Soyons égoïstes, commençons par nous d'abord. Commençons par nos territoires. Et ça pose tout de suite derrière la question des limites. Quelles sont les limites qu'on accepte de se donner ? Sachant que nous sommes dans un monde fini, c'est bien connu, il y a des limites. Les limites, elles font partie intrinsèquement de la vie. Moi, je suis en partie biologiste, je travaillais sur l'évolution. L'évolution, c'est une leçon de limite. Nous ne sommes pas adaptés à vivre à 300 mètres de profondeur. D'ailleurs, si on y va, on ne va pas être bien. Donc on voit bien qu'on a des limites. Et il y a des limites, il y a tout le temps des limites. Et l'espèce humaine étant à repousser ces limites jusqu'à l'extrême, jusqu'à toucher les murs. Et maintenant, il faut savoir comment est-ce qu'on gère ces limites, quelles limites au consumérisme, quelles limites à nos ambitions, à nos comportements, puisque ça nous nuit aussi à nous-mêmes. Donc ça revient à la formule que j'évoquais tout à l'heure, l'homme saura-t-il s'adapter à lui-même ? On en est vraiment là. Donc il est temps d'agir, et je trouve que modifier la Constitution, c'est un signal très fort qui est donné. Comme le disait Chris, c'est un signal pour la France, mais c'est aussi un signal à l'international, qui va dans ce sens, qui dépasse la prise de conscience et qui doit pouvoir pousser à l'action, après en mettant d'autres limites pour éviter que ça dérape effectivement et qu'on se retrouve dans des situations qui seraient totalement ingérables, bien évidemment. Mais je pense que c'est un signal fort. Alors c'est peut-être trop emphatique de le dire comme ça, mais pour moi c'est un petit peu comme la Déclaration des droits de l'homme. Je veux dire, la France peut s'enorgueillir d'avoir écrit ce texte au moment de la Révolution française. On pourrait s'enorgueillir d'avoir écrit ça dans la Constitution française, être le premier peut-être pays au monde à l'inscrire dans sa Constitution de manière aussi claire. Bien.
Est-ce que je peux juste ajouter un point? Oui, on a tout le monde parlé un peu qu'il faut mieux dialoguer entre nous. Il faut mettre ensemble les différents acteurs. C'est tout à fait nécessaire de casser les barrières entre les disciplines. Et je pense que le point de départ de tout ça, c'est l'éducation. Qu'il faut sortir un peu de cloisonnement dans l'éducation, car typiquement un enfant, quand il commence le parcours scientifique, il reste dans la science pour toute sa carrière. Quand il commence en littéraire, il ne sort plus. Et il faudra avoir un peu plus de souplesse dans le système d'éducation pour que tout le monde puisse accéder à plusieurs disciplines, pour qu'ils peuvent acquérir les notions scientifiques, les notions de sciences sociales, les notions de gouvernance. Il n'y a pas vraiment une science de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas une discipline, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à définir. Et les gens qui travaillent dans l'environnement, il faut qu'ils maîtrisent un peu les notions physiques, chimiques, écologie, comment ça fonctionne, le climat, mais également gouvernance, sciences sociales. Et c'est difficile dans le système actuel, je trouve. Par exemple, qu'une scientifique arrive dans le monde politique. Donc, ça sera très important, à mon avis, qu'on commence à décloisonner un peu les disciplines pour que les gens peuvent accéder à différentes notions, peuvent maîtriser mieux qu'est-ce que c'est l'environnement, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau scientifique, au niveau sciences sociales, gouvernance, etc. Je trouve ça c'est important.